Et bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième live mensuel. Aujourd'hui, nous allons parler de la fratrie et du deuil périnatal. Alors, je vais inviter Laetitia qui va nous rejoindre. Hop. Coucou. Bonjour. Coucou Laetitia, bonjour. Je suis ravie de t'accueillir sur ce live. Moi aussi. Alors, nous allons parler du deuil périnatal et de la fratrie. Je voulais commencer, si tu es d'accord, par dire comment on s'est rencontrées toutes les deux. Oui. Donc, on s'est rencontrées au sein d'un groupe de soutien sur le deuil périnatal qui se rejoint tous les mois à Bayonne. Je trouve que c'est très important de présenter ces groupes parce que ça apporte vraiment du soutien aux familles. Je sais qu'il y en a un peu partout en France et voilà, je trouve que c'est vraiment important de les mettre en avant. Donc, on s'est rencontrés dans ce cadre-là et j'ai envie, puisqu'on va parler de la famille, que tu nous présentes ta famille. Alors moi du coup, donc c'est Laetitia, je suis en couple avec Julien depuis presque 20 ans cet été. Donc nous avons 4 enfants, donc une grande fille qui va faire 11 ans, Elaya, Yuna qui a 7 ans aujourd'hui, Luma qui aurait eu 3 ans et demi, et Kite du coup qui a 16 mois. Voilà, qui est un petit garçon, Kite. D'accord. Oui, des jolis prénoms basques puisque tu te situes au Pays Basque. Oui, c'est ça, à Saint-Pé. À Saint-Pé, d'accord. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment vous avez vécu la grossesse de Luma, qui a été donc très particulière, et comment ça s'est passé? Alors, particulièrement aujourd'hui, on va se concentrer sur les frères et sœurs, hein, sur la fratrie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet aspect-là, s'il te plaît? Donc la grossesse de Luma, donc moi je suis tombée enceinte en mars 2018. Donc c'était une grossesse désirée, dans un parcours désiré. Voilà, après, voilà, donc troisième petit enfant qui est arrivé. Donc tout se passait bien au début. La première partie, j'étais assez anxieuse parce que j'avais fait une fausse couche entre Elaya et Yuna. Donc déjà j'avais quelques angoisses, bon, qui s'étaient apaisées au fur et à mesure. Mais en août, à la deuxième écho, donc l'écho morphologique, on a découvert qu'elle avait une malformation cérébrale. Donc du coup, ça a entraîné beaucoup d'examens d'examens au fur et à mesure pour pouvoir contrôler cette malformation, voir comment ça pouvait évoluer, si c'était opérable ou pas. Donc voilà. Et donc du coup, on a au fur et à mesure des examens, on a vu que c'était pas possible en fait. Elle n'était pas viable avec cette malformation là. Donc on a décidé de faire une interruption médicale de grossesse. Donc on a fait en novembre. Donc on a eu tout ce laps de temps là qui font que c'était vraiment une grossesse particulière parce que on était vraiment tout le temps d'un rendez-vous à l'autre, d'un espoir à l'autre et de stress à l'autre à chaque fois. Donc avec beaucoup de montagnes émotionnelles. Ouais. Oui, c'est ça, parce qu'à chaque fois, on se raccrochait tout le temps à tout ce qu'il pouvait y avoir de positif. Donc, on se raccrochait, et puis hop, il y avait de nouveau quelque chose de plus compliqué qui arrivait. Et parallèlement à ça, ça n'a jamais empêché de s'attacher très fort à Luma et de créer quand même vraiment déjà ce bout de famille tous ensemble. Ouais. Et tu me demandais la place pour les enfants, du coup, en fait, on avait fait ce choix. Alors, truc que je referai plus jamais. Elles étaient à l'écho de la morphologie, donc la deuxième écho. D'accord. Donc ça, vous avez découvert qu'il y avait un problème de santé. Ouais. Et en fait, comme c'était l'écho où on savait si c'était un garçon ou une petite fille, du coup, voilà, on s'était dit c'est trop chouette, ça va être génial de partager ça. Mais en fait, non, c'est pas du tout une bonne idée. Finalement, avec le recul, c'est pas une bonne idée. Donc après, ça a été très bien fait parce que la secrétaire a pu les prendre à part le temps que le médecin nous parle. Et voilà, ils ont pu faire. Mais du coup, donc tout ça pour dire que c'était important pour nous de leur expliquer parce que déjà elles étaient là, elles ont vu, elles ont senti, elles ont vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc très vite, on leur a expliqué ce qui se passait avec des mots adaptés à elles et pour qu'elles arrivent à comprendre. Donc à l'époque, Elaya, elle avait 7 ans et Yuna avait 3 ans, 3 ans et demi. D'accord, c'est ce que je voulais te demander justement, c'était leur âge. Donc, elles n'avaient pas du tout le même niveau de compréhension parce qu'à 7 ans, on conscientise en plus. Et là, il y avait déjà vécu l'arrivée d'une petite sœur.
Oui, c'est ça. C'était beaucoup plus clair pour elle au final. Je pense que déjà, d'une arrivée classique. D'accord. Et effectivement, à 7 ans, elle avait quand même plus de compétences, enfin De de maturité. facilité, voilà, de maturité pour comprendre ce qui se passait. Et voilà. Donc, et voilà. Et donc, au fur et à mesure des rendez-vous, c'était très important pour nous de leur dire à chaque fois, voilà, ce qu'il en était. On faisait un petit point à chaque rendez-vous. En fait, elle savait très bien. Il fallait qu'on les fasse garder à droite à gauche. Elle savait pourquoi on partait. Voilà. Et parce qu'on a eu beaucoup de rendez-vous à Bordeaux, donc c'est vrai qu'on partait sur des demi-journées. D'accord. Et voilà. Mais du coup, elles ont été au courant au fur et à mesure. Et je pense que c'est ça qui a aidé aussi à la compréhension générale en fait. Et voilà. Et à leur attachement aussi. Moi, ce que je trouve de très intéressant dans le fait d'en parler au fur et à mesure, c'est d'abord, tu l'as dit tout à l'heure, elles ont tout de suite senti qu'il se passait quelque chose Ouais. d'étrange, d'anormal. Et le fait de verbaliser de suite, elles ont pu petit à petit aussi intégrer peut-être cette information très compliquée à intégrer et du Oui. coup mettre du sens sur les émotions qu'elles vous voyez vivre. Exactement. Et je pense que dans ça et dans ce que nous on pouvait dire à chaque fois, j'arrêtais pas de dire on sait pas, on verra, on verra, on verra parce que je sentais bien que c'était quand même pas c'était pas une grossesse classique, donc on pouvait pas leur donner l'espoir d'une petite. Et alors au-delà du fait qu'elle soit décédée, c'était que on a très vite compris qu'elle serait malade, au moins malade. Donc Ouais. c'était déjà intégrer le fait d'avoir une arrivée d'une petite sœur qui serait handicapée, très lourdement handicapée, hospitalisée. Voilà, donc il y avait déjà tout ça qui entrait en ligne très vite. Oui. Et donc ça nous paraissait vraiment très important qu'elle, on est vraiment dans un rapport depuis toujours avec elle de non mensonge, enfin de confiance en fait. Et on va loin parce qu'on fait pas croire au Père Noël, tout ça. Donc c'était vraiment logique pour nous de voilà de pouvoir leur parler et de leur expliquer. Ouais. Est-ce que tu pourrais, parce que pour moi j'ai accompagné, je suis thérapeute du deuil, j'ai accompagné longtemps des familles, et particulièrement dans ce cas-là, j'ai souvent entendu les gens me dire, oui, mais si j'en parle à mon enfant, est-ce que je risque pas de le traumatiser? Est-ce que Mm. tu pourrais un peu dire du coup ton ressenti, ton vécu à toi? Alors moi je crois qu'on est trop. Alors je pense que c'est la situation de toute manière qui est traumatisante, Ouais. quoi qu'il en soit, de perdre, qu'on leur dise ou qu'on leur dise pas, de toute manière c'est traumatisant. Et j'ai toujours eu cette sensation-là que si on leur dit pas, ils imaginent. C'est pire en fait, ils vont se créer plein d'angoisses, de choses. Alors que j'avais l'impression que dès qu'elles nous posaient une question et qu'on leur répondait, et ben en fait voilà. Alors elles étaient pas bien sur l'instant où il peut y avoir plein d'émotions qui les traversent, mais c'était clair en fait. Et ça évite justement de partir dans plein de choses pour elles qui seraient beaucoup plus anxiogènes et pas voilà Et du pas coup, elles réelles. ont pu vivre les émotions, parce que Ouais, tu parles d'émotions désagréables, bien sûr, de la tristesse, de la colère aussi la peut-être, colère. de Et, l'injustice, enfin, toutes ces sensations que vous avez aussi ressenties, Julien et toi, forcément. Mais du coup, elles ont pu les vivre au lieu de les garder en elles. c'est ça. Et pouvoir aussi pouvoir les partager avec nous Mm. et pour qu'on puisse les accompagner aussi. C'était ça qui était important pour nous. Et quand elles n'ont pas pu le faire ou que nous on n'était peut-être pas assez disponibles pour le faire, elles ont aussi trouvé d'autres adultes autour d'elles où elles ont pu échanger ou voilà et chacune avec leur tempérament et donc des personnes différentes aussi. Enfin, Ouais. Là, je me souviens qu'elle avait pu plus se tourner vers ma mère, avec qui elle avait pu en discuter. Elle avait aussi un maître remplaçant à cette époque-là, avec qui elle en avait parlé, alors que Mm. c'était étonnant parce que c'était pas lui qu'elle voyait beaucoup. Et Yuna, qui était beaucoup plus petite, elle, par contre, c'était plus avec ses copines, en fait, au D'accord. final. D'accord. Ouais. Elle les a bassinées longtemps, longtemps, longtemps après coup avec Luma. Il faut dire que c'était quelque chose qui devait prendre quand même beaucoup de place dans votre vie à tous à ce moment-là. Complètement. Mm. Bon, ça c'est super parce que justement, je voulais te poser cette question de savoir vers qui elles avaient pu se tourner. Je pense que c'est très important quand vous, de votre part, en ne mettant pas de secret ou d'interdit d'en parler, vous avez peut-être aussi permis qu'elles puissent se tourner vers d'autres adultes quand elles Ouais, ont besoin. on l'a toujours verbalisé, ouais, effectivement. Quand sinon on n'arrive pas à te répondre, ou si tu sens que. Alors, on a toujours aussi dit qu'elles avaient le droit de tout nous demander, même si elles voyaient que ça nous rendait triste ou que ça nous faisait de la peine. C'était pas grave, en fait. Ouais. On vivait aussi nos émotions et c'était, pour nous, c'était plus important qu'elles osent dire. Et parce qu'il y a eu aussi, au-delà donc de la naissance et de la tristesse, il y avait aussi en amont toute l'inquiétude liée à la grossesse.
Et il y a eu des inquiétudes associées, où il y a eu toute une période où Elaya, elle a eu peur que moi je meure, en fait. Elle associait. D'accord. Et ça, le jour où elle a verbalisé, ben, ça a apaisé quand même beaucoup de choses. Et donc, oui, elles ont pu chacune trouver d'autres ressources aux alentours. Mm. Voilà, ça, tout à l'heure, on se posait la question, je reprends parce qu'il y a des gens qui arrivent et qui repartent, donc du coup, tout à l'heure, on se posait la question de est-ce que ça peut être traumatisant qu'on explique à l'enfant ce qui se passe. Finalement, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'au contraire, c'est qu'elles ont pu verbaliser des peurs qui étaient ancrées en elles, qui auraient pu devenir traumatisantes. Oui. Oui, voilà, moi c'est ça que j'ai vraiment cette sensation là qu'à partir du moment où c'est dit, ben la réalité, enfin ça dépend des réalités, mais je me dis que c'est toujours moins dans la tête d'un enfant, c'est clair, plutôt que quelque chose qui va être imaginé, qui est beaucoup plus anxiogène et qui va être traumatique après coup. On sait que les enfants ont tendance en plus à se culpabiliser, même s'ils y sont strictement pour rien. Est-ce que toi, tu as eu des réactions comme ça de la part de tes filles? Ouais. Je me souviens de Yuna, du coup, mais après coup, pareil, pas sur le moment, qui du coup nous avait dit elle avait très peur. Donc, on avait imagé la malformation, c'était une tumeur dans son cerveau. On avait imagé en disant que c'était une petite boule. Et Yuna, en fait, peu de temps après la naissance, elle était dans la voiture, on allait à l'école, et elle s'est mise à pleurer. Elle nous a dit, mais moi j'avais lancé très fort une balle la dernière fois, très haute vers le ciel, je suis sûre qu'elle lui est tombée dans la tête, c'est de ma faute, et c'est tombé dans ton ventre, à l'intérieur de son cerveau, et c'est sûr. Et j'ai dû, et évidemment dans la voiture, comme si c'était le plus facile pour parler. Et donc du coup j'ai dû la rassurer à ce moment-là. Mais oui, il y a de la culpabilité. C'est incroyable parce qu'on se dit, on voit pas nous en tant qu'adultes comment elle peut faire ce lien-là tout à coup. Mais pareil, le fait que ce soit verbalisé, ça permettait. Qu'elle ne grandisse pas avec cette idée que peut-être elle a commis un acte sans intention qui puisse effectivement provoquer ça. J'aime beaucoup, moi, reprendre l'exemple de Françoise Dolto qui parlait d'un enfant qui était devenu mutique après la fausse couche, même si j'aime pas ce terme, de sa maman. Et en fait, Françoise Dolto avait un côté un peu magicienne parfois dans ses entretiens avec l'enfant. Et en fait, cet enfant, quand il avait appris que sa maman attendait un bébé, on lui avait parlé des choux et des roses. Et comme il ne voulait pas de petit frère, il est allé dans le potager de son grand-père. Et il avait tué tous les choux. Et sa maman avait fait une fausse couche. Et du coup, ce petit était devenu mutique, incapable d'exprimer, surtout qu'on ne lui avait pas trop expliqué. On avait dit que le bébé a disparu. Et c'est vrai que le fait de verbaliser, de poser les mots, alors ça doit être difficile en tant que parent. Justement, j'ai eu une question, tu sais, quand on a présenté un peu là toute la semaine le live qu'on allait faire, j'ai eu une question d'Alexandra qui est coach parental et qui nous demandait comment on peut prendre le temps de ressentir et de vivre son deuil, donc toi en tant que maman et Julien, tout en continuant d'élever la fratrie. Ouais, alors alors ça c'est quelque chose qui m'a longtemps suivi. En fait, moi j'avais la sensation de devoir, enfin, j'avais l'impression de diviser mes journées. En fait, à partir du moment où j'étais avec elle, donc là je travaillais pas à ce moment-là. Du coup, j'avais le matin elle se réveillait, je l'ai préparée, je l'ai déposée à l'école. Et en fait, il y avait ce temps-là où je me disais bon ben là, il faut que je sois là pour elle à fond. Et j'essayais d'être bon. Alors, je pense avec le recul, je devais pas l'être aussi bien qu'aujourd'hui. Je devais clairement pas être aussi patiente et de bonne humeur et douce. Enfin, c'est vraiment tout flou cette période-là. Mais voilà, je me disais, il faut que voilà, quand elle parte à l'école, voilà, c'est ce temps-là. Et je me souviens très bien me réveiller, faire bonne figure, aller me préparer dans la salle de bain et m'écrouler dans la salle de bain enfermée, hop, refaire bonne figure, m'en occuper. Et ce qui n'empêchait pas quand même que je puisse verbaliser mes émotions avec elle, mais c'est important pour moi de pas qu'elle ne me voie pas vraiment très mal. Et après, je l'ai déposée et j'avais tout ce temps-là de la journée où du coup, ben, je pouvais me consacrer à moi, à mon deuil et pouvoir lâcher toutes ces émotions-là sans culpabiliser de leur regard et de leur créer des inquiétudes. Et voilà. Alors après, je sais pas si avec maintenant que je lis d'autres témoignages, il y en a plein qui disent qu'elles ont montré leurs émotions à leurs enfants, que ça va bien, tout ça. Mais voilà, pour moi, c'était important qu'elles ne nous voient pas complètement effondrées. Voilà. Et après, je pense qu'il y a une différence entre montrer ses émotions comme tu l'expliques, c'est-à-dire que tu as eu certainement des montées de tristesse ou de colère et de tous ces sentiments qu'on a pu évoquer tout à l'heure.
il y a une différence entre ça et donc s'autoriser à vivre ça devant ses enfants et donc leur permettre de le vivre, Ouais, effectivement. c'est ça. Être effondré et donner du coup une espèce de rôle à l'enfant qui serait de remonter le moral. Pas forcément, après on fait ce qu'on peut, Ouais, alors on est après, bien je pense d'accord. qu'elles l'ont fait quand même indirectement parce que Yuna, elle a beaucoup ça quand même. Dès qu'elle sent, hop, elle est obligée de faire le clown, elle fait un peu, et je pense qu'elle le prend quand même. C'est la fonction de l'enfant dans une famille en deuil, typiquement. Ça. Typiquement. Mm. C'est l'enfant qui va remettre de la joie et du bonheur. Et alors, c'est vrai que j'ai envie du coup d'en parler très rapidement, mais l'enfant, il est très auto-centré. Le Ouais. jeune enfant, en plus, elle était petite, hein, le jeune enfant, il sait que quand il fait une bêtise, les parents sont en colère, que quand il est gentil, les parents sont contents, que quand il est joyeux, les parents sont heureux, etc. Et donc, quand il y a un grand malheur qui s'abat sur la famille, eh ben, il va mettre tout ce qu'il sait faire en œuvre pour que sa famille redevienne normale, le plus normal possible. Et donc, il est souvent très joyeux, très sympa, très, très cool. Ouais, c'est ça. Pour apporter du doux, tout ce qu'il sait faire en fait, tout ce qu'il peut partager. C'est sa fonction. Exactement. Ouais. Ok. Dis-moi, je me souviens dans les échanges qu'on a pu avoir que au moment de l'interruption médicale de grossesse, vous avez eu un vrai temps de rencontre en famille. Ouais. Et ça, j'aimerais bien, si tu peux, que tu nous en parles. Ouais. Alors ça, du coup, c'était. Alors moi, j'ai accouché le mardi. J'ai passé la nuit du mardi au mercredi à l'hôpital. Et le mercredi, je devais quitter l'hôpital et voilà. Donc Ah, très rapide. ouais, le lendemain. Alors je sais pas si j'avais demandé, on m'aurait laissé plus longtemps. Après ça m'allait. C'était important pour moi d'avoir cette nuit avant et après. J'ai été Oui. hospitalisée le lundi soir. C'était très important d'avoir vraiment ce sas-là justement pour être seule et avec elle une dernière fois. Et le soir de l'accouchement, de pas justement retourner dans la maison avec toute l'agitation de mes enfants. Enfin, vraiment, voilà, ces deux ça, c'était très important. Mais le lendemain, voilà, il fallait rentrer. Et quand Yuna est née, ça avait été très important pour nous que ce soit que Elaya la rencontre en premier. Et donc, on a eu envie voilà, de refaire ça. Alors, on s'était quand même beaucoup questionné sur le fait qu'elle puisse rencontrer leur sœur morte, en fait. Donc, en fait, c'était une demande d'Elaya à la base. Quand on lui a annoncé du coup que j'allais accoucher telle date, elle était très en colère. Elle a su le dire en nous disant qu'elle trouvait ça très injuste parce que moi j'allais la rencontrer et pas elle. D'accord. Et je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit, moi avant ça, j'avais pas vu de mort et tout ça. Enfin, à part mon grand-père, mais très rapidement et plus en accompagnement de mon père, c'était pas. Donc je savais pas. Ça m'a beaucoup questionné. Du coup, j'en ai parlé à la psychologue de l'hôpital qui elle m'a dit à partir du moment où c'est une demande de l'enfant, c'est pareil, il n'y a pas de traumatisme en fait. Si c'est ok pour elle, c'est accompagné. Vous la forcez pas, vous arrêtez quand. Enfin voilà, c'est une demande. Donc moi j'avais dit ok aux enfants, sauf je veux d'abord voir comment elle est à partir du moment où elle sera née, voir si physiquement il n'y avait pas trop de traumatisme. Voilà, si elle était belle. Quoi. Et c'était pas parce que je voulais pas que ce soit choquant et Oui. elle était très belle. Elle était un peu violette, donc du coup ça j'ai pu l'expliquer aux filles avant qu'elles entrent. Et aussi, j'ai pu parler du fait qu'elle était froide, parce que c'est quelque chose que j'avais pas non plus anticipé, et pourtant c'est hyper logique. Mais donc du coup, j'ai briefé les filles avant. Yuna, à la base, elle n'avait pas voulu rentrer quand on en parlait avant, et finalement, dans le mouvement avec sa sœur, elle a voulu rentrer aussi. Et c'était vraiment quelque chose de très beau. C'était une rencontre, c'était vraiment cette rencontre là familiale en fait. Et c'était pas donc ce jour-là, il y a aussi la famille qui était des adultes familles qui étaient venus. Et j'ai trouvé vraiment une différence où les enfants, ils étaient que dans cette rencontre belle et douce, rencontrer leur sœur, elles étaient contentes, elles la trouvaient trop belle, elles ont voulu la porter. Alors ça aussi, avec le recul, je me dis c'est. Alors sur le moment, j'ai pas vu ça. J'ai vu juste, ma famille était réunie en fait pour la seule fois en fait, voilà. Et j'ai pas vu ce côté un peu bizarre de me dire mais elles ont porté la mort en fait sur elles. Et en fait, mais c'était vraiment très naturel. C'était très, 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 très beau. C'est un de mes plus beaux souvenirs autour de Luna. Et par contre, quand la famille est rentrée, donc après les filles sont sorties, on a accueilli les grands-parents, les tatis qui voulaient être là. Et là, c'était beaucoup plus lourd. Les adultes, elles, avaient beaucoup plus de tristesse, c'était plus, voilà, c'était plus lourd à porter pour moi aussi de devoir les accompagner et tout ça. Alors que les enfants, j'ai trouvé que c'était incroyable, incroyable. Mm, Les enfants, ils ont souvent cette force d'être dans l'instant présent. c'est ça.
Et nous, les adultes, on a du mal à le faire. Ouais, on n'arrive pas. Mm. Surtout dans des situations comme ça. Mais c'était normal qu'elle soit mal aussi, hein, ma famille, c'est Bien pas. sûr. Mais c'est vrai Mm. que les enfants, ouais, c'était vraiment, ouais, c'est chouette et on l'entend peu ça. Moi, je crois pas l'avoir trop entendu autour. Et on a pu prendre des photos aussi à ce moment-là. Et du coup, les filles, très vite après, elles m'ont demandé de développer les photos. Elles les ont toujours dans leur chambre. Voilà, et je me dis, c'est le seul, voilà, le seul lien physique qu'elles ont, en souvenir du coup de leur sœur. Moi, ce que j'y vois, alors là, du côté un peu thérapeute, c'est ce qu'on a tendance à dire, c'est que pour l'enfant, la mort, c'est un concept quand même très abstrait, surtout à 3 ans. À 7 Ouais, ans, on commence à s'en approcher un peu plus, mais quand même. c'est si petite en fait. C'est ça. Et passer du statut du bébé qui est dans le ventre de maman à un Ouais, bébé mort, ouais. c'est quelque chose qui est complètement. Mais déjà pour nous, les adultes, c'est déjà tellement compliqué à comprendre, à intégrer. Mais oui, c'est Je ça. pense qu'en voyant leur petite sœur, en plus dans ce contexte que tu décris de douceur, d'accompagnement, enfin, bon, moi je vous connais tous, donc je vous y vois très très bien en fait. C'est vrai que ça Mm. ancre la vie de La Luna dans réalité, votre famille, sa place, sa juste place, en et que en fait, eh ben, on dit que la mort fait partie de la vie, là on est vraiment là-dedans, parce qu'on accueille. c'est Elles n'ont ça. pas porté la mort, elles ont porté leur petite sœur. Tu as raison. Et ça change tout. C'est ça, ouais, complètement. Mais vraiment. Et puis c'était tellement important pour elle. Enfin, c'est vraiment un truc de grande sœur, ça. Elle se battait tout le long de la grossesse en disant qui c'est qui va porter le bébé la première. Et voilà, et c'était vraiment un truc très très important. Donc c'était symboliquement aussi, je pense. Voilà, vraiment. Et c'est ce que tu dis, ça ancre la réalité. Voilà, il n'y a pas de, euh, il n'y a pas d'espoir enfin, elles l'ont vu en fait. Donc Oui, forcément, il n'y avait pas d'espoir que tout à coup elle revienne vivante. Enfin, oui. je pense que Et en ça même ancre. temps, elles ont pu la rencontrer, donc ça reste pas un concept flou, c'est une vraie petite sœur. Oui, exactement. Et ça a beaucoup, je pense que ça a été très compliqué pour Yuna, parce que autant Elaya pouvait, je pense que ses copines la croyaient, enfin c'était plus facile. Autant Yuna, il y a eu toute une période où du coup elle parlait de sa sœur à ses copines à l'école, et en fait il n'y avait pas de sœur, donc les copines la croyaient pas, enfin elles la Ah voyaient oui, pas. Donc à la sortie de l'école, elle disait mais non, ta maman elle a pas de poussette, elle a pas de bébé, enfin en gros tu mens en fait. Et ça a été, bon alors après ça a été accompagné avec la maîtresse, parce que Yuna voulait montrer la photo du coup. Donc, ce qui n'a pas pu être possible du coup. Et après, puis après, ses copines, c'était un cercle du coup, on les connaissait depuis 2, 3 ans. Non, ben non, pas tant. Bon, on les connaissait en tout cas, donc j'ai pu après en parler avec les mamans et ouais. voilà, donc ça a fait. Mais ça a été très dur pour Yuna, ouais, vraiment, de C'est-à-dire pas qu'en fait, pouvoir. on niait le fait qu'elle était grande sœur. Exactement, c'est ça. Oui. Et, En même et temps, pour les copines, donc elles ont 3-4 ans, hein, c'était normal, elles pouvaient pas comprendre. Mais pour le coup, elles sont au taquet sur le deuil périnatal, les copines. Elles savent tout. Trop bien. ouais, mais ça, tu vois, ce que je trouve aussi là de super intéressant, tu parles de l'accompagnement multiple. C'est-à-dire qu'il y a eu bien sûr ton accompagnement à toi, et je pense que c'est le point de départ du type d'accompagnement possible. Mais derrière, il y a eu des relais. Il y a une Ouais. institutrice qui a pris le relais, il y a les mamans des copines qui ont pris le relais aussi. Et on sait bien que ça renvoie quelque chose. Alors, le deuil, c'est pas très simple à vivre dans notre société, hein. Mais alors, le deuil périnatal, ça renvoie quelque chose d'extrêmement violent et c'est normal, hein, Ouais, bien complètement. sûr. Mais du coup, elles ont joué le jeu, elles ont accompagné leurs enfants et ta fille. Et ça, je trouve que c'est hyper essentiel de montrer qu'il peut y avoir cet entourage-là et cet étayage. Vraiment ouais, pas un tremplin, mais un filet de sécurité aussi Oui, pour Yuna voilà, qui était encadré partout. ouais. Ça fait du bien. Ah oui, c'est clair. Euh, du coup, on a parlé tout à l'heure des émotions difficiles à vivre. Mm. Est-ce que, alors, on a toutes les deux une approche très particulière autour de la notion de consolation. Ouais. Et on va faire un petit clin d'œil à Anne-Dauphine Julien, parce qu'on est vraiment adepte de son livre Ouais. et surtout de sa manière de le vivre et de le dire. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui vous a consolé, vous, votre famille? Ben, nous, du coup, bon, déjà, on s'est auto-consolés, nous quatre, voilà, avec ben, beaucoup avec Julien. Du coup, lui, c'était vraiment un pilier ouais, fort
et enfin, qui vivait aussi son deuil. Donc du coup, il fallait réussir à se rencontrer, mais du coup vraiment indispensable. Et après, dans la consolation, il y avait nos familles en fait qui sont vraiment très présentes. À certains plus ou moins discrets, plus ou moins voilà, avec chacun leur personnalité. Mais c'était voilà vraiment très important. Dans la consolation, on a eu aussi un lien très important avec une échographe à Bordeaux qui m'avait suivi et qui pourtant nous a annoncé à chaque fois voilà toutes les petites horreurs au fur et à mesure de la grossesse. Mais moi, avec qui j'avais vraiment une confiance très importante, donc et qui après coup aussi, le jour de l'accouchement, m'a envoyé un message. Après coup, m'a rappelé un mois après, donc Ah oui, qui elle fait a pris partie. soin de toi. Voilà, exactement. Qui fait partie de la consolation pour moi, qui est voilà les filles, forcément aussi les enfants, voilà qui ont été et j'ai trouvé aussi du réconfort et de la consolation avec le groupe de deuil périnatal du coup dont on parlait tout à l'heure. Où je les avais pas, moi je connaissais pas du tout évidemment, donc je les ai rencontrés à ce moment-là. Et après ça a été vraiment un sas du coup de de libre témoignage en fait, où je pouvais dire, lâcher les choses sans filtre, parce que on était entre maman et parents, entre parents endeuillés, et on se comprenait et il n'y avait pas besoin. Si je disais cache les choses, je sentais pas un truc de oh, comment elle peut dire ça comme ça, mon Dieu. Voilà, c'était, on vivait les choses, donc ça m'a fait du bien et voilà. Et toi, du coup, forcément. C'est la force du groupe, le Ouais, groupe dans lequel on peut dire sans filtre, effectivement, parce que quand on exactement. dit autour de soi, on prend quand même toujours soin de son entourage. Oui, complètement. Et on voit les réactions qui, du coup, on se dit, bon, en même temps, voilà, je vais pas dire ça comme ça leur fait trop de mal, et on n'a pas envie voilà, ouais, de les C'est pour ça brusquer. que finalement, c'est complémentaire, hein, tous ces accompagnements-là, que ce soit la famille, les amis, évidemment le coparent, le compagnon très présent, et puis des gens extérieurs. Et Ouais. parfois aussi, alors on n'est peut-être pas là dans la consolation, on est peut-être plus dans le travail, mais on peut aussi se faire accompagner Oui, individuellement, aussi. Oui, intimement. pardon, j'avais aussi fait ça. C'est J'avais ça aussi aussi. fait un suivi psy, évidemment, que j'avais commencé pendant la grossesse, du coup, et que j'ai continué. Et après, tu parlais d'Anne-Dauphine Julien, et j'ai passé des soirées à l'écouter parler, à passer ses conférences. Et voilà, et au-delà de sa philosophie, elle a tellement une voix toute douce, qui était toute englobante, et ouais, elle m'a fait beaucoup de bien. Ça, Du c'est coup, chouette aussi que tu en parles parce qu'on a effectivement des ressources comme ça sur Internet qui oui, permettent aussi de trouver, des fois c'est à 3 heures ou 4 heures du matin et ni le groupe ni le thérapeute ne sont dispo. c'est Et ça, c'est voilà, pas on mal. a nos amis. Et voilà, ça, tu sais que tu peux lancer et ça se fait tout seul. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, Ok, c'est bien, tu donnes là plein de pistes aussi pour les familles qui nous écoutent. Et ouais. je trouve que c'est important justement de donner ce qui a servi, ce qui t'a servi à toi. On ne sait pas si ça servira aux autres, mais sans des idées en tous les cas à On en aider. trouve, finalement, on trouve un peu de consolation dans plein de choses. Julien, il s'était remis à fond dans la musique. Voilà, donc, tout le monde trouve là où il peut, quoi. Bien sûr. Mm. Ok. Euh, alors, je voulais te demander, ouais, est-ce que vous avez eu des... il y a Babou qui nous dit Anne-Dauphine Julien est un appui pour beaucoup de personnes. Oui, on est bien d'accord. C'est elle qui m'a fait rencontrer, c'est pour ça. D'accord. Est-ce que vous aviez, parce que c'est quelque chose que j'évoque moi beaucoup en thérapie, donc je voulais poser la question, est-ce que vous aviez mis en place des rituels après la mort de Luma et est-ce que vous en avez encore? Mais très peu. En fait, ça m'avait longtemps culpabilisé, ça aussi, parce que je me disais que je rentrais pas dans la case de certaines que je voyais. Et pas beaucoup. Alors on fait la date anniversaire en fait est importante. On essaye toujours de faire un petit quelque chose, mais c'est pas forcément des énormes trucs. Ou j'ai vu des gens qui organisaient des retraites ou des promenades ou des lâchers de ballon, tout ça. On n'a jamais fait ces grosses choses-là, mais par contre c'est important pour moi. Bon, j'imagine pour nous, mais en tout cas pour moi c'est important qu'on soit là à chaque fois tous. Toutes nous cinq là maintenant du coup tous ensemble. Voilà, des petites choses en fait. Au début, j'allais très très régulièrement. Ces cendres sont au jardin du souvenir, donc Oui. j'allais très régulièrement au jardin du souvenir, déposer des fleurs. Puis petit à petit, un peu moins. Puis là, j'y vais que quand j'en ressens le besoin. Voilà, où j'ai envie. Je me dis ah tiens là, ça fait longtemps, mais pas forcément sur une raison, une date. C'est quand j'ai envie. C'est voilà, un Alors, peu de. moi, je te remercie de cette honnêteté parce qu'effectivement, les rituels, c'est que si on en a besoin, sinon ça sert Oui, à rien déjà. Et puis ouais, c'est chouette de faire des choses qui nous ressemblent, qui nous correspondent.
Puis d'accepter aussi que ça évolue avec le temps et que nos besoins soient différents en fonction des périodes. Et d'accepter de lâcher des fois de pas être dans une obligation d'eux, mais de le faire que. Ouais. Mais tu m'avais aidé sur ça, hein, c'était toi. Parce que du coup, je me stressais sur l'anniversaire en me disant oh là là, mais on fait rien de fou, c'est incroyable, pourquoi on fait. Puis tu m'avais dit ben en fait si c'est important, voilà, nous on fait des gâteaux, d'anniversaire à chaque fois. Ah ouais, ça, Et voilà, les enfants soufflent le gâteau d'anniversaire et ça c'est presque plus le rituel qui compte. Et qui l'induit aussi de nouveau dans notre famille, enfin qui continue à l'induire dans notre famille. Elle a sa date et son gâteau, même si elle ne peut pas le souffler. Oui. Babou qui nous dit Louma est dans mon cœur et dans mes prières tous les jours. Oui, et c'est vrai que ça c'est très important aussi. Alors je ne connais pas Babou, mais merci de le dire. C'est important aussi qu'effectivement autour de vous cinq, qu'il y ait aussi d'autres gens qui continuent à y penser, à la nommer. Ouais, ah oui, bah la nommer, ça c'est hyper important, effectivement. Alors nous, on a eu de la chance quand même dans nos accompagnements. C'est vrai que maintenant que j'ai rencontré plein d'autres familles, je me rends compte que les amis, les familles sont pas toutes accompagnantes, englobantes de la même manière. Nous, c'est vrai qu'on a été, voilà, elle n'a jamais été tue, personne ne l'ignore. Voilà, après, plus ou moins, mais je me souviens le premier Noël, ma mère, elle avait mis un centre de table avec des plumes. Yuma, ça veut dire plume en basque. Donc, il y a toujours des petites attentions qui sont là, qui sont faites. Donc c'est vrai qu'on a cette chance-là. Ouais. Alors c'est vrai que maintenant, 3 ans après, on en parle moins forcément qu'au début. Les gens nous en parlent moins, mais c'est quand même pas non plus tabou et tu. Et voilà, ça c'est hyper important. Je pense que ça nous réconforte clairement et ça nous construit aussi parce que ben, ça lui donne toujours une place et une réalité. Voilà. Alors justement, puisqu'on parle de la place, c'est génial comme transition. Parce que la vie continue, je le dis très très volontairement, c'est-à-dire que les jours continuent, les projets continuent, et vous avez fait ce pari de continuer à agrandir votre famille. Ouais. Ouais. Alors ça n'a pas, voilà, c'est pas simple. Enfin, ça n'a pas été simple. En fait, déjà, il a fallu trouver le timing où on était prêts en même temps. Alors moi alors c'est pareil, je vais te le dire honnêtement, c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais j'ai toujours imaginé une grande famille. Moi, voilà, dans ma tête, je pouvais pas m'arrêter avec 2 enfants vivants juste, et j'avais cette sensation que c'est comme si je m'arrêtais sur un échec. Alors je dis pas que Luma est un échec, mais que dans ma maternité en tout cas, j'avais cette sensation que je pouvais pas m'arrêter avec un enfant décédé en fait. Et donc je m'étais toujours dit que ça continuerait. Je savais pas quand, mais je savais que j'aurais d'autres enfants. Et donc il a fallu trouver le bon timing. Donc on l'a trouvé au bout d'un moment. Et effectivement, ouais, c'est un gros pari parce que c'est clairement pas une grossesse comme les autres, la grossesse d'après, vraiment pas. Donc tout le long, il y a vraiment une grosse peur de le perdre. C'est un petit garçon, de le perdre. Et chaque écho, alors j'avais une sage-femme qui me faisait des échos tous les mois. Chaque écho, c'était un gros stress avant. Dès que j'entendais son cœur, dès que je voyais qu'il était vivant, ça se reposait. Et après, on pouvait aller continuer à voir si tout allait bien. Et ça a été important pour moi de faire des échos à Bordeaux, là, justement, avec cette échographe qui a été tellement importante. Parce que j'avais cette sensation. Alors, elle s'appelle Sarah Amat, si les gens veulent être suivis par elle. Et en fait, j'avais cette sensation que si elle me disait c'est ok, tout va bien, en fait. Tout va bien pour ton bébé. Ben, tout irait bien en fait. Enfin, tout allait bien entre elle. J'avais confiance. Comme c'était elle qui t'avait annoncé les nouvelles terribles pour Luma, du coup, tu savais que ce qu'elle te disait, c'était vraiment ce qu'elle voyait à cet instant-là. Et j'avais une confiance absolue en son professionnalisme. Je me disais, si elle a vu tout, elle a réussi à tout voir pour Luma, elle pourra pas passer à côté de quelque chose pour Ekite. Donc du coup, voilà. Mais forcément, ouais, c'est une grossesse, mais qui m'a pas empêché quand même d'en profiter. Parce que j'adore être enceinte, j'adore accoucher, donc j'avais vraiment à cœur de me dire il faut pas que le stress mange tout en fait. Donc alors moi j'ai un regard extérieur puisqu'on s'est quand même pas mal vu pendant ta grossesse et j'ai été bluffée par ta sérénité, tout du moins c'est ce qui émanait de toi. Alors il y avait effectivement ces dates très régulières d'examen, de points de rencontre, mais j'ai eu un peu la sensation, et tu vas me dire si je me trompe, qu'à chaque fois qu'il y avait une étape de franchie qui était OK, tu reprenais un peu plus confiance dans l'avenir. Oui, c'était un peu ça.
Alors après, ça a rechuté avant le rendez-vous, mais du coup, effectivement, ça faisait des petits paliers comme ça. Et après, c'était ça qui était un peu difficile parce que autant, ben, voilà, la fausse couche que j'avais fait, je me disais, ben voilà, à 2 mois, c'est bon. Quand on perd son bébé, je sais pas, voilà, 3, 4 mois, en fait, on peut dépasser ce stade et se dire, bon ben là, cette date est passée, c'est bon. Et moi, Luma, je l'avais perdu à 8 mois de grossesse, donc du coup, c'était le bout en fait. Donc de toute manière, je savais que ça allait rester. Mais effectivement, à chaque petit rendez-vous, j'arrivais voilà, à combiner un peu au fur et à mesure et je respirais, j'arrivais, voilà. Et puis après, à partir du moment où il a bougé aussi, c'était quand même, Oui. voilà, c'était rassurant. Bon, le pauvre, hein, je l'ai embêté tout le temps, tous les jours. Il faut que tu bouges, il faut que tu bouges. Ah, tu bouges, c'est bon. Il ne pouvait pas dormir tranquille, ce bébé. Ah, mais voilà pourquoi il fait passer nuit. C'est ça. Et tes filles, du coup, puisqu'on parlait de la fratrie, comment elles ont vécu la grossesse pour Ekite? La grossesse, elles étaient à fond. Elles, pour le coup, elles ont très très vite investi. Alors, avec quand même des craintes, parce que, alors je sais pas si c'était moi qui l'induisais ou pas, mais elle disait tout le temps, si, en fait, si il arrive vivant, voilà, c'était quand même, pareil, c'est des mots un peu choquants quand on arrive de l'extérieur et qu'on connaît pas l'histoire, mais voilà, pour elles, c'était leur réalité, en fait. Ben, elles savaient que ça pouvait arriver, Ça se peut. bien sûr. Mais elles ont beaucoup investi, et alors on avait, à la base, on voulait pas savoir si c'était un garçon ou une fille. Et donc voilà, parce que je trouvais que c'était aussi un chouette projet d'attendre la fin et voilà de le rencontrer comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était très très important pour Elaya de savoir. Alors je sais pas si ça l'a rassurée dans son positionnement ou autre, je sais pas. Mais elle s'était écroulée quand on lui avait dit ben non. Bon du coup, on avait rappelé l'écho, on avait dit si en fait on veut savoir, on va refaire. Mais D'accord. c'est vrai elles ont vite investi, elles étaient adorables, enfin vraiment, Mm. voilà. Et toujours en pouvant verbaliser des craintes ou pas, mais ouais. Et là, depuis qu'il est là, c'est vraiment, ouais, ouais, elle l'aime très fort. Ah oui, ah, ça. Alors justement, parce que Petite Ekite, je le connais aussi, j'ai cette chance. J'ai entendu plusieurs familles me dire l'enfant d'après, alors qu'on appelle parfois enfant arc-en-ciel, je ne sais pas si tu valides ce terme, moi je trouve l'image Moi, non, mais jolie. je le respecte. Il est joli, ce terme, mais Il est pour joli. moi, c'est, en fait, j'avais l'impression que quand on appelle enfant arc-en-ciel ou autre, on le met forcément que dans cette case de Oui. enfant qui suit un enfant décédé. Et pour moi, j'avais à cœur que ce soit aussi juste et Kites, en fait. Oui. Alors oui, il porte, je peux pas nier le fait qu'il porte l'histoire de cette famille et de sa sœur. Évidemment, il arrive après sa sœur décédée, mais j'avais envie que ce soit aussi juste lui. Donc moi je disais mon bébé. Mon bébé. Donc, mon bébé. Alors, en tous les cas, on nous les décrit souvent comme des enfants assez solaires. Ouais. Est-ce Mm. que, et souvent, voilà, des petits enfants pleins de joie, pleins d'énergie, qui ramènent du bonheur dans la maison. Est-ce Ouais. que c'est quelque chose que tu retrouves chez ton petit garçon? Ouais, bah, complètement. En fait, je l'avais pas réalisé comme ça et c'est vrai que oui, solaire, c'est vraiment ça en fait. En fait, j'ai eu très peur tout le long de la grossesse qu'il ait emmagasiné tout ce stress-là. Donc j'avais beau lui parler, lui dire que c'était pas son stress, qu'il fallait pas qu'il s'en occupe, que c'était le mien et tout ça. Alors, j'imagine que ça a aidé quand même de pouvoir lui expliquer les choses C'est sûr. interne et après, effectivement. Mais j'avais très peur quand même que ça le fasse de lui un petit bébé stressé. Et en fait, il est hyper serein. Mais vraiment, il est solaire et serein. Ouais, c'est vraiment ça. Ah oui. Ouais. Ça fait plaisir à entendre. Je crois que la première fois qu'on m'a dit qu'il était serein, c'était le plus beau compliment qu'on pouvait me faire. Voilà, je me suis dit bon ben ça, voilà, ça a pas, voilà, mon anxiété ne l'a pas complètement chamboulé. Mais Voilà. en fait, Après, comme avec les grandes sœurs, le fait que tu verbalises, alors on a du oui, mal à savoir ce qu'un tout petit dans le ventre qu'est-ce peut qu'il en entendre et pense? Oui, comprendre. C'est mm, quand même assez mystérieux, mais il n'empêche que ça marche. Le oui, fait de mettre des mots sur ce qu'il vit, parce qu'il vit oui, tes émotions, effectivement, puisqu'il est là, il n'a pas le choix. exactement. Mm. Mais du coup, ça permet effectivement à l'enfant de trouver sa place par rapport à ses émotions et de pas forcément devoir les vivre pour toi. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Et c'est top. Ah oui, c'est top. Mm. Et du coup, comment tu pourrais décrire la relation des Kites avec Luma, donc cette grande sœur, mais Ouais. qui reste pour vous tous un tout petit bébé? Mm.
Eh bien, du coup, alors autant c'était facile et fluide pour moi de d'avoir Louma en petite sœur des grandes. Je trouvais que je sais pas, elles avaient suivi la grossesse, l'arrivée, la rencontre, c'était évident. Et autant là, ça me paraît plus compliqué de faire intégrer la grande sœur, et surtout de réaliser que c'est une grande sœur mais qui restera toujours un bébé. Donc c'est vrai que ça fait un truc un peu plus compliqué. Et en même temps, elle fait tellement partie de notre famille, elle est tellement nommée et naturellement que du coup c'est dans la lignée. Et alors lui, il n'a pas encore il a pas encore dit, bon, il a 16 mois, donc forcément, il a pas montré exactement, je pense qu'il a pas exactement compris quelle était la place de Luma avec nous. Mais bah, quand on va au jardin du souvenir, il est avec moi, donc du coup, je lui dis que c'est sa grande sœur. Il y a des photos dans la maison, donc la dernière fois, il jouait avec, alors je crois qu'il aurait joué avec n'importe quelle photo, mais c'était pour moi, il était là avec cette photo, je me suis dit, mais c'est magnifique, c'est trop beau, voilà. Donc, je me dis qu'il y a cette relation qui se fait et de toute manière par ses grandes sœurs, par Elaya et Yuna, qui elles lui transmettent. En fait, ça se fait naturellement. Il n'y a pas de, je me souviens pas d'un moment où j'ai verbalisé précisément. Là, ça se fait vraiment tout au fur et à mesure. Et je pense qu'on verra dans quelques années, mais j'imagine que ça va être aussi naturel pour lui que pour ses sœurs. Ouais. L'avantage dans ta famille, c'est qu'effectivement, tu as les grandes sœurs à qui vous n'avez rien caché, donc il n'y aura pas de secret. Ça va se faire tout seul. C'est peut-être moins facile quand il n'y a pas de grands frères et grandes sœurs. Ouais. Je me souviens des témoignages de Yannick Papange, qu'on peut retrouver ses vidéos sur YouTube, sur Facebook et peut-être sur Instagram, je ne sais plus, qui disait donc lui, il a perdu son aîné, Gabriel, et quand ils ont attendu la deuxième, il avait fait une vidéo que j'avais trouvée absolument extraordinaire. Je ne sais plus si la petite était née ou si elle allait naître. Il disait, bon, comment je vais faire pour lui en parler sans m'écrouler aussi, hein, tu parlais, voilà, on peut vivre ses émotions, mais on n'a pas forcément envie de s'effondrer devant l'enfant. Exactement. Ouais. Et il avait trouvé cette idée et donné ce conseil assez génial de dire, je vais commencer quand il est tout petit, au tout début. Parce que du coup, je vais m'entraîner. Au pire, si je chouine un peu, c'est pas trop grave. Le bébé ne va pas me poser de questions. Et quand elle me posera des questions, je serai entraînée, je saurai en parler. J'avais trouvé l'idée assez géniale. Et en fait, c'est ça que je me dis, c'est que du coup, effectivement, là, lui raconter tous les détails de tout, je trouve que ça n'a pas de sens. Non. Mais par contre, effectivement, comme c'est par plein de petites touches naturelles, le jour où il sera plus en capacité de comprendre et de poser des questions, il posera lui-même ses questions et ça repartira. Mais effectivement, ouais, je pense que de le faire petit à petit, et peut-être par des rituels aussi. Oui. Si des familles sont plus rituelles que nous, du coup, je me dis si l'enfant d'après, il est inclus dans les rituels, ben ça. Ouais, en fait, je pense que ce qui fonctionne vraiment, c'est que ce soit naturel, en fait. Ouais. Oui, et on est beaucoup dans la juste place de chacun. Oui. Et effectivement, de laisser sa juste place à Luma. Tu parles de rituel. Quand vous allez faire le gâteau d'anniversaire pour Luma, il y a bien un moment où Ekaï va dire, c'est l'anniversaire de qui? Exactement. Forcément. Ouais. Là, il est trop petit, mais. Oui, il parle pas assez, mais oui, effectivement. Et c'est vrai que les choses, du coup, vont se faire de manière très fluide et naturelle. Et en évoluant avec vous et avec chacun d'entre vous. Ce qui est intéressant aussi avec les petits, c'est, alors je ne le dis pas forcément pour toi, mais je le dis pour ceux qui nous écoutent, c'est d'aller s'assurer après avoir répondu à leurs questions de ce qu'ils ont compris. Oui. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as testé avec tes filles, peut-être. Je sais pas, mais oui, sûrement de manière informelle, oui, après. Et puis de ce que tu m'avais dit aussi à l'époque, c'est de pas forcément aller plus loin que ce qu'elle demande, de répondre à ce qu'elle demande et pas forcément après de faire toute une théorie derrière très longue et où elles vont s'y perdre et où elles auront trop d'informations par rapport à ce qu'elles ont demandé. Juste répondre à ce dont elles avaient besoin sur l'instant et elles reviendront ensuite avec d'autres questions. Oui, comme ça, elles intègrent cette réponse-là et elles reviennent compléter la réponse plus tard. Ouais. Ok. Alors, écoute, moi j'ai fait le tour de. Mais il est 11h44, on est incroyable au niveau du timing, je n'en reviens pas. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Non, je suis hyper contente que tu m'aies proposé de faire ce live, même si c'était pas du tout quelque chose de naturel pour moi et c'était la première fois. Ça m'a stressé longtemps avant, mais ça m'a. D'ailleurs, je te remercie. Mais c'était un beau challenge et je trouve ça vraiment important que, bon, déjà de parler du deuil périnatal. Voilà, maintenant je trouve qu'on en parle de plus en plus et
c'est très très important de pouvoir être accompagné, soutenu et voilà de trouver voilà toutes ces ressources dont on a parlé. Et moi j'ai toujours trouvé justement qu'on parlait pas assez des enfants en fait et de leur place à eux, de ce qu'ils vivaient eux et je trouvais ça hyper injuste parce que voilà nous en tant que parents, alors le papa moins que la maman déjà c'est pas très juste, mais les enfants je trouvais voilà moi elles étaient livrées à elles-mêmes et je connaissais personne qui avait vécu ça et qui avait une enfin voilà. Et au final, je me dis, ben, plus on va en parler, voilà, comme ça, plus les enfants seront intégrés aussi dans tout ça, et plus on trouvera des manières de les accompagner et de leur rendre aussi leur peine, leur justesse, et voilà. Leur... On a la Slovène qui nous dit merci pour vos mots, c'était très intéressant. J'ai perdu ma fille à la naissance en janvier et j'ai un fils de 7 ans. Ce n'est pas toujours simple de gérer nos émotions et les siennes. Ben, on espère, voilà, effectivement, que ton histoire va permettre à ceux qui traversent ce genre d'épreuve de trouver des ressources. On a tous des ressources incroyables en nous et de réussir à les activer en se faisant confiance. Voilà, c'est ça. Je crois on a tous au fond de nous les capacités de rebondir sur tout en fait. Enfin, à chaque fois, les gens qui disent ah mais moi j'aurais jamais pu, comment t'as fait, nanana. En fait, on ne sait pas comment on fait, on n'a pas le choix, on avance on avance et on se rend compte après, pas sur l'instant, et qu'effectivement on a des ressources énormes au fond de nous et mais tous, toutes, tout le monde. Ouais. Et dans les ressources, la Slovène le cite aussi, et merci de le faire parce que j'ai écouté ce podcast, je l'ai adoré, j'ai pas pensé à lui. Au revoir podcast a fait un super podcast avec une grande sœur, qui est pas très grande quand même, et qui parle de sa petite sœur. Et c'est l'entretien entre elle et sa maman qui est vraiment très naturel aussi et très riche d'enseignement. Oui, parce que ça fait vraiment comme une petite conversation prise un peu. Et c'était vraiment très. Il y a plein de choses très justes qui sont sorties aussi de ce podcast. Ouais, tout à fait. Et moi, j'avais envie aussi de vous lire parce que là, vraiment, je ne sais pas faire autrement. Un témoignage qu'on m'a envoyé. J'ai aussi communiqué sur LinkedIn parce que c'est mes deux réseaux, Instagram et LinkedIn. Et j'ai Nathalie qui m'a envoyé un témoignage que je souhaite vous lire parce que je trouve très intéressant. Elle nous dit, voilà, j'ai perdu mon frère à l'âge de 10 ans. Lui en avait 18. Ce deuil tient une grande place dans ma vie. Je pense en avoir fait quelque chose de beau. En tout cas, il m'a transformée. Souvent, je dis que ce qu'il y a de plus beau en moi est né de cette épreuve. Clairement, l'enfance est perturbée. Est-on toujours un enfant lorsqu'on prend conscience qu'on est soi-même mortel, qu'on a le sentiment de devoir se débattre seul, tant ses parents sont écrasés par la douleur. À ce moment-là, deux choix sont possibles. Se faire oublier pour ne pas poser un problème supplémentaire ou faire valoir sa présence en se manifestant haut et fort. J'ai été l'enfant muette qui travaillait de façon autonome. J'y ai gagné beaucoup, même si cela a eu un prix. Aujourd'hui, les thèmes du deuil et de la résilience tiennent un rôle majeur dans ma vie et j'en suis très heureuse. Voilà, je trouve ça super de nous montrer des années après ce qu'on peut en dire aussi. Oui, c'est très beau. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Forcément, ça a un impact sur leur vie pour toujours, en fait. Bien forcément. Sûr. Mais du coup, ça peut avoir un impact, ça finit par avoir un impact beau. Enfin, si on arrive à transformer, comme elle dit, et réussir à... Mais c'est très beau, oui, ce qu'elle dit. Ouais. Surtout que là, elle devait avoir 18 ans, 10 ans, ils devaient déjà bien se connaître. Oui. Après ça, je ne suis pas sûre que ça change quelque chose. Ouais. Dans la force du deuil, c'est vraiment... Le deuil, on sait qu'il est vraiment lié à la force du lien. Oui. Et parfois, en quelques semaines, en quelques mois, on peut créer un lien aussi assez incroyable. Et voilà. Mais c'est vrai que ce que je trouve là de très intéressant, c'est ce recul qu'elle nous apporte. Parce que tous les parents que j'ai rencontrés dans ta situation ou dans sa situation étaient très inquiets de est-ce que mon enfant, du coup, est-ce que son avenir est fichu, entre guillemets, et de leur dire ben non, mais bon, c'est ma parole et c'est pas évident. Je trouve ça très riche ce témoignage, de me dire ben non. Et puis là, moi, mais c'est assez frais. J'ai réalisé aussi que forcément, ça aurait un impact sur leur maternité si elles veulent avoir des enfants. Oui. Et Kate aussi d'ailleurs maintenant, mais c'est vrai que du coup, je l'avais vu en tant que femme et mère, et c'est vrai que ouais, ça, forcément, ça a plein d'impacts. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup Laetitia pour ce très très bel échange. C'était très chouette, merci. Je vais, si les dieux de la technique sont avec moi, mais normalement ça devrait, je m'améliore à chaque fois. Je vais vous mettre ça en replay et je vais vous mettre en légende les coordonnées de l'association de Bayonne.
Et si vous êtes d'accord les uns les autres, alors vous qui avez vu en direct, puis ceux qui viendront le voir en replay, mettez-nous les coordonnées des associations locales que vous connaissez en les situant pour que les parents qui sont dans ce drame-là puissent trouver des ressources justement pour être accompagnés. Merci beaucoup. À bientôt, Laetitia. Merci. À très vite. Très belle continuation à toute ta famille. À toi aussi. Au revoir. Ciao.